Bonjour et bienvenue dans Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et mon but est de donner du sens au travail à travers l'écologie. Ensemble, nous trouvons des idées, des astuces, de la motivation et de l'inspiration pour rendre son quotidien au travail plus écologique et se sentir utile. Bonjour à vous qui nous écoutez et bonjour Océane. Merci d'être avec moi pour cet épisode parce que j'ai besoin d'aborder un sujet compliqué. Bonjour Cassandre, raconte-moi, c'est quoi le souci? Eh ben, figure-toi que je pensais être la reine du compost. J'ai un lombricomposteur chez moi depuis plusieurs années. J'ai installé un composteur dans mon ancienne entreprise. Et d'ailleurs, je l'ai raconté dans un épisode de podcast. Oui, je me souviens bien. On l'avait d'ailleurs conseillé à nos lecteurs de la newsletter Skeleton Impact. Tout à fait. Eh bien, depuis l'année dernière, je reçois plein de questions à ce sujet. Et je dois t'avouer que je n'ai pas toujours la réponse. Comment ça, t'es plus la reine du compost? Mais attends, tu maîtrises le sujet pourtant. Eh bien, pas assez. Je remarque que c'est très flou pour les entreprises de savoir si elles ont une obligation de tri et de valorisation des biodéchets, que les professionnels ne savent pas trop ce qu'ils doivent faire et je trouve trop peu d'informations concrètes sur Internet quand je recherche. Je me sens bloquée. C'est pour ça que tu voulais solliciter des experts. Exactement. J'ai besoin de pros du compost, de boss de la réglementation, de ninjas des biodéchets, bref, de gens qui maîtrisent mieux le sujet que moi. Waouh, le niveau est haut. Attends, quand tu parles de réglementation, est-ce que tu fais appel à moi là? Bah oui, c'est toi la reine de la réglementation, c'est pour ça que je t'ai appelée. Ok. Parce que déjà, quand on dit déchets organiques ou biodéchets en entreprise, on parle de quoi précisément? Qu'est-ce qu'on est obligé de trier et de valoriser? Ok, ça c'est simple comme question. Ça va nous permettre de rentrer dans le sujet. En fait, les biodéchets ou les déchets organiques, ça concerne les déchets verts, par exemple quand on entretient des espaces verts, les déchets de cuisine et de table, donc de restauration, finalement de notre cantine, ou alors même les déchets qui sont jetés par les salariés dans leur déjeuner du midi, ainsi que les déchets issus de l'industrie agroalimentaire. Donc là, c'est plus la partie industrielle lorsqu'il y a création de produits et donc du coup certains déchets qui en sont issus. Ok. Mais la réglementation, elle a beaucoup évolué ces dernières années. Elle s'est renforcée et je t'assure que quand je fais des recherches, j'ai du mal à comprendre qui est concerné et qui ne l'est pas. Alors je comprends tout à fait que ce soit pas facile à suivre parce qu'il y a eu une progression dans la loi au fil des années. C'est plutôt une bonne nouvelle en soi. On a commencé avec la loi Grenelle 2, qui est sortie en 2010, qui a instauré une obligation de tri à la source et de valorisation pour tous les gros producteurs de biodéchets et d'huiles usagées. Dès le 1er janvier 2016, il y a une progression. Ça veut dire que ça concernait tous les producteurs de plus de 10 tonnes de biodéchets et de 60 litres d'huile usagée par an. Et là, récemment, on a eu la loi AGEC. La loi AGEC qui a permis d'accélérer les choses avec un premier niveau d'obligation pour toutes les entreprises qui détiennent ou produisent plus de 5 tonnes de biodéchets par an. Donc, elles sont obligées de mettre en place un tri à la source de ces biodéchets et une valorisation sur place ou dans une collecte séparée. Donc ça a été inscrit dans le Code de l'environnement. Et donc ça, c'est déjà le cas aujourd'hui, mais le 1er janvier 2024, on va encore évoluer sur le sujet, toujours grâce à la loi AGEC. Il y avait un décalage de mise en application avec le décret. L'obligation de tri à la source des biodéchets, du coup, va s'appliquer à tous, quels que soient les volumes, quelle que soit l'activité des producteurs ou des détenteurs. Même les collectivités, du coup, devront proposer aux particuliers une collecte séparée et une solution pour valoriser de manière organique ces biodéchets. D'accord, donc c'est bien ce que j'avais compris. À partir de l'année prochaine, 2024, tout le monde doit gérer ses biodéchets, même si on est tout seul dans son entreprise. C'est ça, exactement. Ok. Il y a encore une chose que j'ai du mal à saisir, c'est que la loi, elle n'indique pas de méthode pour trier et pour valoriser le compost. Du coup, comment on sait quelle méthode utiliser? Là, ça va totalement dépendre de la quantité de biodéchets qui sont produits par l'organisation et aussi de sa capacité à les gérer par elle-même. Par exemple, s'il s'agit juste des restes du midi pour une petite dizaine de salariés,
Des composteurs mobiles comme des lombricomposteurs, par exemple, sont suffisants. Moi, j'aime bien les composteurs qui intègrent un pot de fleurs, comme par exemple Natuco, Transformer, voilà, qui proposent une solution un peu design. C'est assez sympa dans l'espace de restauration. Et puis, ça a vraiment une vocation pédagogique et de sensibilisation, et ça, je pense qu'on va en reparler un peu plus tard. Mais dès qu'on va sur une plus grosse organisation, il y a évidemment beaucoup plus de quantité de déchets et on doit faire le choix entre soit installer un composteur sur place, soit être collecté par un organisme. Euh, si on veut installer un composteur sur place, quand on est en dessous d'une tonne de biodéchets hebdomadaires par semaine, il n'y a pas besoin d'agrément pour pouvoir les composter. Ouais. Donc quand je repense au petit composteur que j'avais mis en place dans mon entreprise, c'était facile parce que toutes les conditions étaient réunies. On avait largement moins d'une tonne de déchets par semaine, on était une petite équipe, la direction était d'accord, on avait le budget, on avait un emplacement idéal à côté de la cuisine sur des espaces verts, les gens étaient convaincus, on était une petite équipe. Mais je me dis que dans une grande entreprise, c'est quand même plus compliqué, hein. Comment ça se passe? Bah écoute, toutes les questions que tu te poses, en fait, je me les suis posées aussi. Du coup, j'ai été demander à un expert, un maître composteur. Je te laisse écouter notre conversation. Jean-Jacques, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, donc je suis Jean-Jacques Fasquelle, je suis maître composteur et aujourd'hui je suis le coordinateur national du réseau Compost In Situ. Un maître composteur, c'est un expert, on va dire, de tous les compostages et dans les différentes missions qui peuvent lui être attribuées, il y a souvent de la formation. Donc on forme des gens comme référents de sites de compostage, qui sont des relais de terrain sur site, des guides composteurs, donc là des gens qui vont avoir un peu plus une mission de porter la bonne parole, et puis le grand maître que je suis, qui est l'expert, donc qui va former, qui va aussi accompagner la mise en place de projets de compostage, aussi bien du compostage domestique à l'échelle d'un foyer, du compostage en pied d'immeuble, ce qu'on appelle compostage partagé, ou même du compostage autonome en établissement. Et puis, il y a aussi éventuellement une fonction de conseil auprès de collectivités, par exemple, et de communication pour porter cette bonne parole. Et moi, je suis souvent présenté comme le pionnier du compost en pied d'immeuble à Paris, puisque en 2008, j'ai lancé le premier site de compostage en pied d'immeuble. Et maintenant, je suis passé à une autre échelle qu'on appelle le compostage de territoire. Alors, on apprend évidemment plein de choses sur ce nouveau métier pour beaucoup de personnes. Également des acteurs, des rôles dont on va reparler un petit peu plus tard sur la formation, mais j'aimerais revenir peut-être sur ces différentes sortes de compostage, à la fois dans le privé, dans le public et également en entreprise ou côté particulier. Quelles sont les différences? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu là-dessus? Peut-être que pour présenter différents types de compostage, on peut parler un peu d'une pyramide des biodéchets. Grosso modo, l'idée, c'est que la meilleure façon de traiter un biodéchet, c'est en proximité. Donc, si on est en appartement, éventuellement, on peut avoir un lombricomposteur, qui est cette technique hors sol qui permet de traiter ces biodéchets grâce à des verres qu'on va mettre dans des petites boîtes empilées. Ensuite, si on a la chance d'avoir un compost au bas de son immeuble, bah, on va amener ces déchets au bas de son immeuble qu'on va gérer de façon collective. Si on est en habitat individuel, on va installer un composteur dans son jardin. Si on n'a pas cette chance-là, on peut aller un petit peu plus loin et on va éventuellement aller amener ces biodéchets dans un compost de quartier. Donc toujours une notion de mutualisation des moyens, de faire ensemble. Mais il y a un moment, bah, on n'a plus de possibilité d'aller un petit peu plus loin, et c'est là où la collecte des biodéchets va être une solution ultime. Donc elle peut être faite par des collectivités en porte-à-porte, mais elle peut aussi être faite par des entreprises comme les acteurs du réseau que je représente, où là, nous, on va collecter plutôt les biodéchets ce qu'on appelle les gros producteurs. Ça va être des restaurants d'entreprise, des restaurants collectifs, des restaurants commerciaux, des marchés, des supermarchés. Voilà. Et puis, une autre solution, ça peut être des points d'apport volontaires, hein, qui se sont développés ces derniers temps dans les villes. De même qu'on a des points d'apport volontaires pour le verre ou pour le carton, et ben maintenant on a aussi des points d'apport volontaires pour les biodéchets.
Super intéressant, donc on voit qu'il y a plein de possibilités, notamment en tant que particulier. Il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui ont envie de reproduire finalement les choses qu'ils font à la maison, donc peut-être qu'ils ont déjà des lombricomposteurs et ils aimeraient ramener cette pratique-là en entreprise. Dans ces cas-là, comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs solutions. Il y a, pour pouvoir faire du compostage, bon, au-delà du lombricompostage, hein, qui peut se faire effectivement, entre 4 murs, mais qui va pas pouvoir, absorber beaucoup de volume de biodéchets, il faut avoir du terrain. Hein, donc il faut avoir un espace pour pouvoir installer des composteurs. Donc assez souvent en entreprise, ça peut être intéressant d'avoir un petit composteur, mais c'est plutôt du compostage pédagogique et du compostage de témoignage dans lequel on va dire on va mettre le marc de café et puis les épluchures des fruits qu'on a mangés à la pause. C'est intéressant de le faire puisque ça acculture les gens à cette notion du compostage, mais on ne pourra pas mettre dans ces composteurs-là tous les restes du repas de l'entreprise. Hein. Si on a une entreprise, je sais pas, avec 200 employés et une cantine, un restaurant d'entreprise, on ne pourra pas bien sûr mettre dans ces composteurs-là tous ces biodéchets. Alors, encore qu'on peut le faire si on a et la place et les ressources humaines, on va dire, pour le faire. Donc nous, au réseau Compost Institute, on a quelques entreprises qu'on accompagne de cette façon-là, en installant pour eux soit des bacs, soit du compostage en andin. Le compostage en andin, c'est un compostage en tas en longueur, mais bien évidemment, il faut de la place, hein, puisque dans un restaurant d'entreprise alimenté par de nombreux employés, on peut traiter plusieurs tonnes comme ça de biodéchets par an. Donc, on sait le faire, mais assez souvent, toutes les conditions ne sont pas remplies pour que ça se passe dans des bonnes conditions. C'est la raison pour laquelle, fort de ce constat, qu'on a proposé de faire de la collecte et du compostage de ces biodéchets. Voilà, parce que dès qu'on arrive sur des volumes relativement importants, bah, on s'est rendu compte que le client, l'entreprise, elle préfère effectivement avoir un service clé en main. Et donc, on va, dans un premier temps, venir faire une sorte d'audit de l'entreprise pour qualifier et mesurer le flux de biodéchets qu'elle produit. Ensuite, on va dimensionner les contenants qu'on va leur mettre à disposition. Et puis, on va venir aussi former. On va former d'abord le personnel de cuisine, hein, puisque le tri de ces biodéchets va être très très important, puisque nous, notre compost, il va partir ensuite en agriculture et on a besoin d'un compost de qualité. Et pour qu'il soit de qualité, il faut d'abord un flux entrant de qualité. Donc, on va former le personnel de cuisine et on va former éventuellement les convives, puisque ce sont eux, dans un restaurant d'entreprise par exemple, qui vont eux-mêmes faire leur tri à la fin de leur repas. Donc on va passer du temps au pied de ce meuble de tri pour leur expliquer le bon geste du tri et puis leur expliquer aussi la finalité, puisque quand on sait ce que va devenir le biodéchet, on va faire plus attention à son geste de tri. Et on va revenir, je pense, sur la sensibilisation des gestes de tri et la finalité, parce que c'est deux sujets très importants. Peut-être en termes de dimensionnement, pour qu'on arrive vraiment à imaginer, en fait, en termes de terrain, est-ce qu'on peut avoir un ordre de grandeur, par exemple, des terrains qu'il faut par rapport au nombre de convives, le nombre de salariés dans une entreprise? Est-ce que vous avez un peu une échelle comme ça à nous donner? Alors, à nouveau, il faut du terrain. Donc, quand on est dans Paris, c'est très compliqué d'avoir un espace vert qui va être dédié à ce type de choses, puisqu'en général, il est plutôt réservé à des fleurs, à des plantes, éventuellement à un moment pour se balader ou se reposer. C'est très variable en fonction du nombre de convives. Mais pour donner un exemple, en établissement scolaire, un collège de 400 repas, on est capable éventuellement de traiter ces biodéchets-là sur un espace de peut-être de 50 mètres carrés, tout en étant pas obligatoirement trop proche néanmoins des voisins. Ensuite, dès qu'on dépasse ces volumes-là, il faut encore plus de place et on va mécaniser aussi ce compostage parce que, comme je l'ai dit, on a rarement les forces humaines, les ressources humaines nécessaires sur place pour le faire.
En plus, c'est en général pas prévu, bien sûr, dans les fiches de poste de ce personnel-là. Donc nous, on va éventuellement venir faire ces retournements, hein, puisque l'une des grandes bases du compostage, c'est au-delà de l'équilibre très important entre les biodéchets alimentaires et de ce qu'on appelle la matière sèche, c'est-à-dire on va rajouter du broyat, du bois broyé, on a aussi besoin d'oxygène pour que les bactéries fassent leur travail. Et donc pour que cet oxygène continue à circuler en permanence dans notre ensemble de biodéchets, on doit faire des brassages, des retournements. Et sur des énormes volumes, on est obligé d'un peu le mécaniser. Donc on n'est pas du tout dans du compostage industriel, hein, on est dans ce qu'on appelle des micro-plateformes de compostage, mais on va venir néanmoins avec soit un valet de ferme, c'est-à-dire une petite machine avec un godet pour retourner cette matière, soit carrément venir avec un retourneur d'andin, qui est une machine qui retourne tout simplement la matière qui a été mise en andin, c'est-à-dire en tas en longueur. Ça veut dire qu'il y a des nouveaux métiers qui vont se créer, comme le retourneur de compost. Oui, alors nous, dans les entreprises, dans nos adhérents du réseau Compost In Situ, on a effectivement différents postes. Ça peut être bien sûr un poste de collecteur, hein, quelqu'un qui va en camion, en vélo ou en camionnette, puisque on n'est pas attaché à un type de collecte. On choisit le type de collecte qui est le plus adapté à son environnement. Donc, si je prends l'exemple, à Strasbourg, on a un adhérent qui ne travaille qu'à vélo parce que Strasbourg a une densité et un centre-ville tellement compliqué à pénétrer en camion que le vélo est vraiment le meilleur outil pour collecter. Il y a d'autres endroits dans les territoires urbains où de toute façon on va être obligé de prendre un camion. Mais la solution, elle est parfois aussi mixte, c'est-à-dire qu'on va faire une collecte en vélo et ensuite on va la massifier pour terminer les derniers kilomètres en camion. Donc il y a ce job de collecteur conducteur. Ensuite, il y a la fonction de transformation, on va dire, de la matière, hein, donc de faire les fameux équilibres vertueux dont je parlais en rajoutant du broyat, les différentes manipulations de retournement, etc. Donc ça, c'est aussi une autre fonction qu'on peut avoir dans nos entreprises. Et puis on a bien sûr des fonctions commerciales, puisqu'il faut aller trouver des clients qui vont avoir envie d'être collectés, d'être collectés. Et on a aussi des fonctions de communication ou de sensibilisation, puisque comme je l'ai dit, on insiste fortement, et c'est même obligatoire d'ailleurs chez nous, de sensibiliser en tout cas le personnel de cuisine aux gestes de tri. Et du coup, je rebondis sur ce dernier élément. En termes de formation, de sensibilisation, quelles sont les personnes qui sont ciblées dans une organisation et à quel niveau vous devez les former? Comme je l'ai dit, on va former 2 types de personnel. Tout d'abord, de façon obligatoire, le personnel de cuisine, hein, puisque au niveau de la préparation, bah, c'est lui qui va quand même générer une bonne partie de biodéchets et puis on va aussi avoir les restes de repas, non servis. Donc ceux-là, on va obligatoirement les former et puis ensuite, à la demande, de l'entreprise, on va former éventuellement les convives. C'est-à-dire que les gens qui, après le repas, vont eux-mêmes faire, ce geste de tri, dans des bacs dédiés. Et dans la formation des convives, comment elle se passe? Est-ce que c'est une grande conférence ou est-ce que vous leur montrez de manière pratique? Comment on va former le personnel? C'est très variable et ça va se faire en fonction aussi des desiderata de l'entreprise, du temps qu'elle peut aussi donner dédié à ce moment. Donc à minima, ça va être une présence physique autour des tables de tri et de pouvoir répondre aux questions et de montrer le bon geste, mais ça peut aussi passer effectivement par une conférence. On a aussi des diaporammatypes pour présenter aussi bien les gestes que le process de compostage, hein, pour que les gens puissent se projeter donc ils suivent un petit peu l'aventure du biodéchet qu'ils vont nous confier jusqu'à finir pour amender les terrains d'un maraîcher bio de la région. Voilà, et puis ça peut être aussi, pourquoi pas, de venir faire une visite du site de compostage pour qu'ils voient in situ comment ça se passe. Peut-être un dernier conseil finalement aux salariés qui nous écoutent, qui sont dans leur entreprise, ils aimeraient pousser peut-être un projet de collecte de déchets organiques ou de compost. Quels seraient les premiers pas selon vous? Alors déjà, leur rappeler que c'est une obligation réglementaire. Déjà depuis le 1er janvier 2023,
tout producteur de plus de 5 tonnes de biodéchets doit les trier et les traiter biologiquement, et que de toute façon, au 1er janvier 2024, cette obligation va s'imposer à tous, aussi bien aux citoyens qu'aux professionnels. L'employé peut tout simplement rappeler à son entreprise que être dans la légalité, c'est quand même la première chose à faire dans une politique RSE, hein. Le minimum, c'est de respecter la réglementation. Et puis, je pense que c'est aussi important pour les salariés d'expliquer à leur entreprise qu'ils ont besoin d'avoir une cohérence, c'est-à-dire que chez eux, ils compostent, et donc ils veulent que l'entreprise dans laquelle ils travaillent ait cette même cohérence, hein, parce que sinon on a dissonance cognitive qui fait qu'on ne vit pas bien au quotidien. Donc le salarié est en fin de compte une pression sur son entreprise pour être vertueux. Donc ensuite, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, qu'on fasse du compostage sur site ou de la collecte de biodéchets, je pense que le salarié voilà, peut dire à son entreprise, moi je veux être cohérent et je veux que mes biodéchets, les biodéchets que je produis dans mon entreprise soient traités de façon vertueuse, comme je le fais à la maison. Et la boucle est bouclée de l'économie circulaire, évidemment. Merci beaucoup Jean-Jacques pour tous vos savoirs et tous vos partages d'expériences. Génial, on y voit déjà beaucoup plus clair. Donc si je résume, on va composter sur place plutôt des petites quantités de déchets organiques. Donc ça peut être un composteur pédagogique qui a vocation à mettre du marc de café, des épluchures de fruits par exemple. Mais si on veut composter de grandes quantités, là, il faut de l'espace et il faut des personnes pour s'en occuper, notamment le retournement du compost. D'ailleurs, ça peut éventuellement intégrer une mécanisation pour le faire. Néanmoins, ça demande de former des personnes sur place, notamment dans les cuisines, et d'avoir des personnes qui vont s'occuper du compost. Ce qu'il faut pour faire du compost sur place, c'est une volonté forte de l'entreprise pour déployer cette solution-là parce qu'on va créer ou transformer des métiers. Et on peut aussi avoir un composteur pédagogique plus une solution de collecte de biodéchets, par exemple à vélo. Tout à fait. Le compostage sur place, c'est en effet la solution idéale parce que c'est une solution locale. Mais lorsqu'on n'a pas d'espace vert, par exemple, ou quand l'entreprise n'est pas mature ou n'a pas les ressources humaines pour cela, il faut se tourner vers d'autres solutions. Ouais. D'ailleurs, j'ai échangé avec une structure qui collecte des déchets à vélo. Oui, Compost. Ce qu'ils disent, c'est que ramasser les biodéchets, même dans des bureaux en ville, c'est un excellent moyen de sensibiliser les salariés quand même. Ils récupèrent les bacs pleins, ils les remplacent par des bacs vides désinfectés au moins une fois par semaine. Et l'accès à vélo pour les centres-villes, c'est hyper pratique. Oui, tout à l'heure, tu as entendu que Jean-Jacques aussi en parlait pour l'accès à Strasbourg. Clairement, le vélo, ça permet de pouvoir collecter des biodéchets en ville, c'est très sympa. Quand on s'engage dans un système de ramassage, effectivement, ça crée dans des contraintes logistiques, des impacts environnementaux qui vont être liés au transport. Ouais, c'est vrai que la collecte des biodéchets pour massifier, c'est pratique, c'est plus simple pour les entreprises, mais ça nécessite du transport. C'est intéressant que tu en parles parce que j'ai justement rencontré Alex, le président des alchimistes, qui propose dans plusieurs villes françaises du ramassage de biodéchets, soit à vélo, soit en camion, selon les volumes. Et l'impact du transport, c'est une des questions que je lui ai posées. J'en ai profité pour lui demander de nous expliquer comment ça fonctionne, ce compostage massifié, et tu vas voir que ça peut être une solution qui encourage et qui aide l'entreprise à limiter le gaspillage alimentaire ou avoir moins besoin de transporter d'autres déchets. Donc finalement, l'impact du transport, il peut être compensé par d'autres bénéfices. D'ailleurs, tu verras, au-delà de l'obligation réglementaire, il m'a expliqué comment le compostage est relié à la lutte contre le dérèglement climatique. Je crois qu'on ne verra plus jamais nos biodéchets de la même manière. Alex, merci d'être sur Écolo au boulot. Bonjour Cassandre, merci de l'invitation. Alors, on va parler de ramassage de déchets en vue de compostage local. En fait, il existe plusieurs méthodes de gestion des biodéchets. Ça va être quoi l'intérêt du ramassage de biodéchets pour en faire du compost, qui est la solution que vous proposez aux alchimistes? Il y a effectivement ces plusieurs solutions. Nous, on pense clairement que le compostage sur place est la meilleure solution à chaque fois qu'elle est possible. Et donc, quand elle n'est pas possible, quand c'est pas possible de composter sur site, soit parce qu'il y a des volumes trop importants, soit parce qu'il y a une typologie de déchets qui est trop complexe à composter soi-même, c'est-à-dire notamment les déchets carnés, les déchets de viande et de poisson. Mm. Dans ce cas,
Ça vaut le coup d'avoir un système de ramassage du déchet alimentaire et de compostage. Et donc, c'est ce qu'on fait. Donc, on va le faire pour plutôt des gros volumes, plutôt dans de la densité urbaine forte. C'est tout de suite, quand on est à la campagne ou quand on a un grand jardin, etc., c'est plus facile de composter au travail comme à la maison. Quand on est dans une ville très dense, qu'il y a du déchet carné, viande ou poisson, et que il y a beaucoup de monde, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué, quoi. Ouais, bah, ça peut attirer des petits animaux. Ça va, oui, il va y avoir plus facilement, quand on a des déchets de viande et de poisson, il va y avoir plus facilement de nuisances olfactives, plus facilement des mouches, des rongeurs, etc. Donc, c'est plutôt déconseillé de composter soi-même les déchets de viande et de poisson. Ouais. Alors, il y a des obligations réglementaires aussi, hein, sur le tri et la valorisation des biodéchets et bah, aujourd'hui, c'est quand même souvent des déchets qui partent, en mélange avec le tout venant, et on ne sait pas spécialement quelle quantité, on a et pourtant, c'est la première question, qu'on va se poser, en tout cas qu'un prestataire va nous poser quand on s'interroge, sur une solution à mettre en place. C'est quelle quantité de déchets est-ce qu'on produit? Toi-même, tu as parlé de gros volumes. Comment est-ce qu'on peut estimer ça et c'est quoi un gros volume, par exemple? Alors il y a des, ratios qui sont donnés par l'ADEME sur, le nombre de grammes de déchets alimentaires qui sont générés par, convive, et ce nombre de grammes par convive va, beaucoup évoluer en fonction de la typologie de la restauration. Donc quand on est sur de la transformation sur place, si on prend si on prend les fourchettes les plus larges, de souvenirs, c'est à peu près 11 ou 13 grammes de déchets alimentaires sur de la restauration collective très industrielle, on va dire, et 400 grammes par convive sur la restauration commerciale gastronomique. Donc l'éventail, il part de à peu près 13 grammes à 400 grammes. Pour une cantine ou une restauration d'entreprise, je pense que les bons ratios se situent entre 70 et 150 grammes à peu près par personne, par jour. Et donc après, bah, on multiplie par le nombre de convives, le nombre de repas distribués par an, quoi. OK, d'accord et si on n'a pas de cantine, mais des grandes salles de pause, par exemple, est-ce que tu as des ratios aussi là-dessus, sur ce que les personnes, en fait, vont peut-être amener de chez elles ou les sandwichs qu'elles vont acheter à la machine? Là, honnêtement, c'est beaucoup plus difficile à calculer, et ce qu'on a constaté, parce qu'on a été souvent sollicité par des plus petits sites, quand les gens ramènent leurs gamelles ou quand ils vont acheter leur sandwich, on se retrouve quand même avec des ratios et des niveaux et des volumes de déchets alimentaires qui sont faibles à très faibles. D'accord. Donc, on a fait pas mal de tests sur des salles de pause. Honnêtement, on est vite sur des volumes de déchets qui sont quand même vraiment faibles, quoi. OK, ça marche. Donc là, ça peut valoir le coup de trouver une autre solution, Oui, ça va être le trognon de pomme, ça va être la mmh. la la peau de banane. Ce que je pense, c'est que quand on est sur ces volumes qui sont extrêmement faibles, finalement, on va, pouvoir utiliser les systèmes de ramassage qui sont, dédiés aux ménages, avec des points d'apport volontaires dans la rue. Avoir un système de ramassage de ces déchets alimentaires pour ces volumes-là, c'est pas pertinent, quoi. OK, ça marche. Bah, comme ça, voilà, on a une bonne idée de, qui va être plutôt concerné par, soit du compostage sur place, soit une solution de point d'apport enfin, en point d'apport volontaire et qui va être plutôt concerné par, du ramassage, sur place. Dans tous les cas, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place dans l'entreprise? Parce que, bah, voilà, il faut, un nouveau bac, de tri pour mettre, ce type de déchets, qui en plus sont, bah, voilà, fermentescibles donc tout ça, les personnes souvent elles ont peur des odeurs, peut-être même de la texture que ça va avoir, au bout de quelques jours. Voilà, qu'est-ce qu'il faut mettre en place en termes voilà, est-ce qu'il faut former des gens? Est-ce qu'il faut mettre, des bacs aux endroits précis? Comment ça s'organise? Est-ce Pour nous, la première des démarches, c'est que, les gens comprennent à quoi ça sert. OK. C'est un geste local, comment ce geste local participe à une solution plus globale. Et quand on parle de ça, on parle de la question de la santé des sols. Faire retourner la matière organique, donc ces déchets alimentaires, au sol, à quoi ça sert? Quand on regarde les grands défis générationnels, environnementaux qu'on a devant nous, c'est
le réchauffement climatique, la question de la biodiversité, la question des cycles de l'eau, la question des cycles géochimiques de l'azote et du phosphore, etc. Donc les 9 grandes limites planétaires qui ont été recensées. Quand on regarde les 5 ou 6 limites planétaires qui ont été dépassées, la majorité sont liées à la question de la santé des sols. Le réchauffement climatique peut être combattu largement en stockant le carbone dans les sols. La biodiversité, quasiment toute la vie vient de sols en bonne santé, hein. On n'a qu'à comparer la forêt tropicale avec des sols en bonne santé et un désert où il n'y a plus grand monde qui vit. Le cycle de l'eau très largement impacté par la qualité des sols. Et donc, quand on comprend que remettre de la matière organique dans les sols, ça sert à ça, d'un coup, c'est plus simple, c'est plus valorisant, enfin, on comprend à quoi ça sert. D'un point de vue plus technique, ça veut dire effectivement qu'il faut isoler tout ce qui est organique de tout ce qui est inorganique, ce qui est finalement relativement simple parce que on peut comprendre assez facilement, et c'est pas difficile à comprendre, que tout ce qui était vivant un jour, c'est-à-dire des végétaux ou des animaux, peut retourner au sol. Euh, Contrairement à tout ce qui était fabriqué par l'homme, c'est-à-dire le fer, le plastique, le verre, etc. Donc, je dirais les consignes de tri, elles sont relativement simples dès lors qu'on est sur du ramassage de ces déchets alimentaires qui vont dans un composteur de type industriel, c'est-à-dire agréé par la préfecture pour prendre tous les déchets de viande et de poisson compris. Donc, une fois qu'on a ça, on a en général ça va dépendre un petit peu de la taille de la cantine, hein. C'est jamais pareil si c'est 10 personnes dans une salle de pause ou si c'est 2000 personnes sur une grande tour à la Défense. Mais il va y avoir effectivement des contenants spécifiques, en général de couleur marron parce que c'est en train de se normaliser. Et on va mettre ces déchets alimentaires de manière spécifique dans ces contenants. Est-ce qu'il faut avoir peur? Ce qu'il y a de sûr, c'est que le déchet alimentaire a un avantage, c'est qu'il prend assez peu de volume, parce qu'il est très dense. Il a un désavantage par rapport à nos autres déchets type plastique, carton, etc., c'est qu'il est fermentescible. Fermentescible, ça veut dire que il va évoluer dans le temps, il va commencer à se dégrader dans le temps, et donc oui, ça peut amener des animaux, des mouches, ça peut générer des odeurs, etc. Donc ça, il faut être attentif à ça, et ça veut dire que on va être rarement gêné par la place dans les locaux poubelles. Par contre, on va être obligé d'avoir une récurrence de collecte relativement importante. C'est pour ça que même s'il y a un volume de déchets alimentaires faible, on va être obligé de venir de manière assez régulière pour collecter ces déchets, sinon ils vont générer des nuisances. Ok, et quand tu dis régulier, c'est quoi? C'est tous les jours, tous les 2 jours, toutes les semaines? C'est le minimum, c'est une fois par semaine en général. On peut aller à une fois toutes les 2 semaines dans certaines conditions, et notamment quand il y a un local poubelle réfrigéré. Mais moins d'une fois par semaine, c'est assez rare. Ok, ça marche. Et tu as évoqué le fait que, après ça va sur des plateformes de compostage, qui sont, agrémentées, donc ça accueille tous les biodéchets. Des fois on voit des déchets d'emballage, avec, des mentions, compostage, enfin mention enfin on dirait du plastique et cetera, mais, il y a marqué qu'on peut les composter parce que c'est peut-être avec de l'amidon de maïs ou des choses comme ça. Est-ce que ça aussi on peut le revaloriser? Alors, tout ce qui est labellisé OK Compost se composte. Donc, il n'y a pas de problème agronomique. Et donc, il y a le label OK Compost et le label OK Compost Home. Donc, quand on est sur du OK Compost, on peut composter sur des plateformes industrielles spécialisées. Donc, oui, c'est possible d'un point de vue agronomique. Là où il faut être très attentif, c'est que quand on met une bouteille qui ressemble à une bouteille en plastique, même si elle est compostable, ça peut générer d'autres comportements et ça peut générer de mettre dans cette poubelle-là d'autres déchets qui ne sont pas compostables. Parce que voilà, une bouteille en plastique transparente, compostable, elle ressemble à une bouteille en plastique transparente non compostable. Donc nous, on est
un peu réservé sur le plastique compostable. Et d'ailleurs, d'un point de vue réglementaire, on voit que le plastique compostable va être réservé à certains usages. Le meilleur déchet est celui qui n'existe pas. Donc, si on peut éviter la bouteille en plastique compostable et avoir une gourde, si on peut éviter tout ça, enfin, je veux dire, c'est peut-être évident, mais faut le rappeler. Dans certains cas de figure, le plastique compostable peut être utile. On pense aux sacs plastiques pour mettre les déchets alimentaires. On pense éventuellement aux capsules de café, même si on peut faire encore différemment. Ok, d'accord. Donc, pas forcément une mauvaise idée, mais si on peut éviter, en tout cas dans un contexte d'entreprise au minimum, c'est mieux. Ouais. Ça marche. Tu nous as pas expliqué comment ça fonctionne, les plateformes de compostage industriel. Ça va être quoi la différence par rapport à notre composteur de jardin? C'est exactement le même process qui est à l'œuvre. Les deux grosses différences, c'est que on va mettre les bactéries et les champignons dans les meilleures conditions, donc ça va faire un travail beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. Et surtout, comme le travail des bactéries va être dans les meilleures conditions et que ça va être efficace et rapide, ça va être également monitoré et on va être absolument certain du process et notamment de ce qu'on appelle l'hygiénisation de ces déchets alimentaires. Dans les déchets alimentaires, il faut avoir en tête qu'il y a beaucoup de listeria, de salmonelle, d'escherichia coli, de germes pathogènes. Et ces germes pathogènes, personne n'a envie qu'ils se baladent dans la nature. On sait ce que ça peut donner une crise de salmonellose. Donc ça, on n'a pas envie que ça se balade. Et c'est pour ça que ce qu'on va regarder sur une plateforme de compostage industriel et agréée par la préfecture, c'est majoritairement deux choses. C'est les procédures de gestion des flux. Donc on évite, comme dans une cuisine de restauration, de mélanger le propre et le sale, premier point. Et le deuxième point, ça va être la montée en température du compostage. En gros, on se rapproche des phénomènes de pasteurisation qui nous assurent que tous les germes pathogènes sont morts pendant l'hygiénisation du compostage. Toute cette montée en température se fait de manière complètement naturelle. C'est l'agitation et la reproduction des bactéries et l'activité des bactéries qui fait monter le mélange en température. Je pense que tout le monde a déjà expérimenté de mettre sa main dans un tas de tonte, de, de gazon 48 heures ou 72 heures après. Ouais, c'est chaud. C'est chaud, c'est parfaitement naturel et c'est ça ce qui se passe. Et puis ensuite, là où on va être très attentif, c'est les équilibres, donc l'équilibre notamment azote-carbone, faire en sorte que le mélange est suffisamment aéré pour que l'air accède à toute la matière qui est en compostage. Et une fois qu'on a un ratio carbone-azote de l'oxygène, on va avoir les bonnes bactéries qui vont se développer et donc un process de compostage qui va être optimisé. Ouais, c'est un peu de la chimie de précision, le compostage de qualité. Nous, on parle plutôt de recettes de cuisine. Ouais. C'est-à-dire qu'on veut avoir les meilleures conditions pour que les bactéries se développent et ensuite elles se débrouillent. Nous, on est presque des éleveurs de bactéries finalement. Tout ça, c'est mettre la nature dans les meilleures conditions. Ouais, naturellement. Un autre sujet que je voulais aborder, c'est que ben, vous proposez une tarification au poids avec la logique de moins on produit de déchets et moins c'est cher, ce qui est assez opposé aux économies d'échelle qu'on peut avoir l'habitude de négocier en entreprise, qui est plus j'achète en quantité et moins c'est cher à l'unité. D'ailleurs, enfin, c'est aussi ce que proposent les gros acteurs du recyclage, du traitement des déchets, plus on leur en donne et moins c'est cher. Euh, pour vous, j'ai l'impression que c'est le contraire. Est-ce que c'est un engagement militant de votre part de faire ça pour limiter le gaspillage alimentaire? Tout à l'heure, tu as dit le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Oui, oui, oui. Bah, il y a plusieurs choses quand on s'est intéressé au sujet. On s'est aperçu que, un peu par facilité, la pratique habituelle, c'était de faire un peu de l'abonnement et de pas forcément être toujours très précis sur les volumes de déchets qui sont collectés. Il y a pas de différence sur la facture entre juin et août, alors que on sait que très majoritairement, les entreprises ont des baisses d'effectifs de 30, 40, 50% au mois d'août. Et donc, nous, quand on a travaillé sur notre tarification, on s'est dit, bah, si on veut être particulièrement transparent et si on veut être, je dirais, aligné aussi au succès de nos clients, bah, on va facturer
au, au- au réel, quoi. Moi, facturer 100, 200, 1000 euros par mois, alors que potentiellement il n'y a pas eu de déchets ou il y en a eu beaucoup moins, ça nous semblait pas pertinent. Donc c'est vraiment essayer d'avoir quelque chose qui est très transparent vis-à-vis du client et donc voilà au réel. C'est peut-être un peu moins vrai dans l'entreprise, mais dans la restauration commerciale, c'est aussi une façon de faire des charges variables qui vont augmenter ou baisser en fonction du chiffre d'affaires. Quand un restaurateur fait un très bon mois, il a vendu beaucoup et il a généré beaucoup de déchets, c'est moins gênant pour lui de payer une facture un tout petit peu plus importante que quand il fait un mois qui est un mauvais mois. Hmm. Donc pour nous, voilà, ça je dirais, ça devrait être la base, c'est tout simplement de ne pas payer le déchet que j'ai pas produit. Mm. Donc ça, c'est la base. Et c'est une relation de confiance qu'on veut instaurer entre eux. Ensuite, il y a un deuxième élément et un deuxième argument qui nous a amené à ça, c'est que on veut donner les clés à nos clients de progresser sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. On a encore beaucoup, malheureusement, de bacs, de poubelles qui arrivent chez nous avec clairement des produits qui sont encore consommables. C'est malheureux, enfin voilà, mais c'est une pratique qui reste encore relativement forte. Et nous, ce qu'on pense, c'est que pour évoluer sur ce sujet-là, la première des choses à faire, c'est d'avoir de la data. C'est très difficile de progresser quand on n'a pas les données. Donc là, on pèse chacun des bacs qui arrivent chez nous, et du coup, le client a la donnée en live sur ce qu'il a produit comme déchets la semaine numéro 1, la semaine numéro 2, etc. Il peut aussi se rendre compte assez rapidement si son personnel n'a pas forcément été formé. Donc, s'il y a une chute des déchets alimentaires ou s'il y a une augmentation forte des déchets alimentaires, soit c'est parce qu'il y a eu un relâchement sur le travail de la lutte contre le gaspillage, soit c'est parce que les déchets alimentaires sont partis avec les autres poubelles en tout venant, en incinération ou en enfouissement, ce qui est un autre problème. Et j'ajoute d'ailleurs qu'on facture à la tonne, enfin donc à la tonne réellement constatée, et on facture aussi en fonction de la qualité du tri. On met 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles en fonction de la qualité du tri, et on facture de manière différenciée, c'est-à-dire quand on trie bien, on paye moins, justement pour être toujours dans cette logique de faire progresser tout le monde et de se dire nous, on veut collecter des déchets alimentaires, on veut pas collecter des bouteilles en plastique ou des canettes en acier, quoi. Ah oui, ça peut Donc arriver voilà, aussi, c'est vrai. Mm. exactement. On parle de bilan carbone, d'impact environnemental. La collecte, qu'elle s'effectue, alors à vélo, c'est moins le cas, mais en camion, ça a un impact environnemental. Vous, est-ce que c'est quelque chose que vous regardez aussi pour que, au final, on soit quand même sur une opération qui, au-delà de ce qu'on va apporter au sol grâce au compost, soit positive? Oui. La, la logistique, elle a un impact carbone. Même si on est avec des moyens logistiques au gaz, voire en électrique, de toute façon, je dirais, quel que soit le moyen, il y a de toute façon de l'énergie grise qui était consommée pour fabriquer le camion. Donc même s'il est électrique et de l'électricité complètement décarbonée, ça n'empêche qu'il y a eu de l'acier, il y a eu du caoutchouc, il y a eu tout ça. Donc de toute façon, à partir du moment où on déplace une matière d'un point A à un point B, il y a un impact environnemental, quoi qu'il arrive. Comment on essaye de lutter contre ça? La première façon de baisser le coût environnemental de la logistique, c'est d'optimiser les tournées au maximum. Ça tombe bien parce que ça aligne les enjeux économiques et écologiques. Donc tout le monde a vraiment intérêt à le faire et ça justifie un travail minutieux et approfondi sur le sujet. Ouais. Ça va être aussi une façon de commercialiser, c'est-à-dire que on va essayer de commercialiser de manière un peu géographique. Donc, quand on a un point qui est un peu éloigné, c'est de se dire on peut le prendre, mais à condition de commencer à commercialiser autour de ce point-là pour rentabiliser d'un point de vue économique et écologique le trajet. Et ensuite,
Il y a une conséquence qui est peut-être à un petit peu plus long terme, qui est, quand on enlève, la totalité des déchets alimentaires des poubelles, le reste des poubelles n'est plus souillé et donc il peut y avoir, comment dire? Des fréquences de tournée sur, les déchets, industriels banaux, les DIB ou les ordures ménagères résiduelles pour les ménages, ou sur le recyclable, qui peuvent être moins fréquentes. Donc, autrement dit, cette collecte sélective des déchets alimentaires peut permettre de faire des fréquences moins élevées et donc moins de logistique sur les autres types de déchets. Et à Milan ou et plus généralement en Italie du Nord, ils ont pu réduire la fréquence de la collecte des ordures ménagères résiduelles parce qu'ils ont une collecte sélective des déchets alimentaires. Et donc là, on commence au bout de 5-10 ans, à avoir des effets bénéfiques d'un point de vue écologique parce qu'il y a moins de camions qui roulent. Ok, d'accord, ouais, un espèce d'effet rebond positif une fois que cette habitude est bien prise. Exactement. Ok, trop bien. Et j'avais une question aussi sur le compost. C'est vrai que quand, par exemple, une entreprise veut installer un composteur sur place, elle va vite se demander, mais en fait, qu'est-ce que je vais en faire de tout ce compost qu'on va produire dans l'entreprise? Et du coup, ça pose la question, est-ce qu'avec cette obligation de tri, on va se retrouver avec tellement de compost qu'on ne saura pas quoi en faire? Ou est-ce qu'au contraire, on n'en a pas du tout assez? Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que vous en faites de ce compost? Il y a deux sujets. Quand on fait du compost chez soi, c'est un compost qui n'est pas normé, donc c'est pas un produit, donc il n'est pas distribuable. La conséquence de ça, ça veut dire que si je fais mon compost chez moi, je ne peux l'utiliser que dans mon jardin. De la même manière, pour l'entreprise, si je fais le compost dans mon entreprise, il faut que j'ai un jardin suffisamment grand pour utiliser le compost. Dans plein de cas de figure, ça fonctionne. De temps en temps, quand il y a beaucoup de déchets alimentaires et un jardin tout petit, on peut se retrouver un peu bloqué. Mm. C'est beaucoup plus rare que ce qu'on en dit en fait. Ça arrive assez peu souvent. Ouais, c'est pas forcément une peur légitime. Non. Quand on est sur des plateformes de compostage industriel agréées, le compost en sortie est normé, NFU 44051, et donc il est distribuable. Et là, honnêtement, on est très loin de saturer le marché en compostage. Pourquoi? Parce que on a une surface agricole utile qui se compte en millions, en dizaines de millions d'hectares en France. Que aujourd'hui, le problème, il n'est absolument pas d'avoir trop de matière organique dans les sols, mais d'en avoir trop peu. Ouais. On a un vrai problème de dégradation des sols. C'est la FAO qui le dit, qui dit qu'il y a 40% des sols dans le monde qui sont dégradés. Il y a 5 ans, elle nous disait que c'était 25% des sols qui étaient dégradés. Donc on est passé de 25% à 40% des sols qui manquent de matière organique en 5 ans. Donc on a vraiment un problème inverse. Donc aujourd'hui, si on fait du compost qui est normé et donc distribuable, on n'a vraiment pas de problème pour, pour le rendre utile. La seule question qui se pose, c'est l'équilibre économique de cette activité. Aujourd'hui, malheureusement, euh, on est assez peu à avoir pris conscience du problème du manque de matière organique dans les sols. Du coup, aujourd'hui, on met essentiellement en agriculture conventionnelle des engrais chimiques et miniers. Et donc, le compost est trop peu valorisé par rapport à ce qu'il amène en termes de bénéfices écosystémiques. Donc, si on arrêtait de mettre de l'azote qui vient de Norvège ou de Russie, si on arrêtait de mettre du phosphate qui vient du Maroc, et qui ont des impacts en termes de réchauffement climatique qui sont énormes, c'est-à-dire que c'est un des premiers facteurs d'impact en gaz à effet de serre de l'agriculture, et qu'on remplaçait ces engrais chimiques et miniers par du compost et de la matière organique, on réglerait un énorme problème. Ok, ouais. Et puis ça permet de faire le lien aussi entre l'entreprise et finalement le monde de l'agriculture, qui sont des mondes un petit peu éloignés parfois, enfin selon les secteurs en tout cas. Et voilà, se dire, bah, en fait, tout mon compost, il va aller ensuite pour amender des sols et éviter d'utiliser des engrais chimiques et miniers. Ben, c'est plutôt une bonne nouvelle et on se reconnecte un petit peu au monde vivant et à notre alimentation, ce qui est pas plus mal.
Carrément, carrément. Donc nous, peut-être pour préciser, une grosse partie de notre compost est distribuée auprès des agriculteurs et une partie non négligeable est distribuée en jardinerie. Donc on a 300 points de vente qui distribuent le compost Les Alchimistes. Et ça fait partie de notre mission qui est de sensibiliser un maximum de personnes. On espère sensibiliser jusqu'à 7 millions de personnes d'ici 4-5 ans sur cette question de la santé des sols, du retour de la matière organique au sol et des bénéfices écosystémiques qu'on en retire. Ok, bah vous en aurez peut-être sensibilisé quelques-uns à l'écoute de cet épisode. On les comptera dans les 7 millions. Super, on espère que ça va être efficace et on espère surtout avoir convaincu une partie d'entre eux. Bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations, c'est quand même beaucoup plus clair. Bah, merci beaucoup, Cassandre, et à très bientôt. À bientôt. C'était super intéressant. Merci pour cette interview. Je suis d'accord. Honnêtement, je savais que le compost, c'était intéressant, mais je n'avais pas compris l'ensemble des bénéfices. Sensibiliser à limiter le gaspillage alimentaire, réduire le besoin de collecte des déchets non organiques, nourrir les sols, capter du carbone dans le sol pour limiter le dérèglement climatique. C'est quand même fou qu'on n'en parle pas plus. Heureusement que ça devient une obligation réglementaire, finalement. Effectivement, mais je pense qu'il y aura besoin de beaucoup de sensibilisation et de pédagogie pour pouvoir expliquer l'intérêt aux entreprises et à l'ensemble de leurs équipes. C'est clairement une des premières étapes. Expliquer pourquoi on le fait, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on y gagne. Mais tu sais, Cassandre, il y a une méthode dont tu avais parlé dans un précédent podcast qui marche très bien dans ce cas-là aussi. C'est les Green Nudge. Ah oui, c'était l'épisode 31 du podcast. Je le mettrai dans les notes de cet épisode si vous voulez creuser. C'est vrai qu'on peut utiliser des nudges pour aider au tri. Oui, et grâce au changement de comportement provoqué par un Green Nudge, qu'on a mis en place par exemple auprès des bacs de biodéchets, on peut vraiment influencer les collaborateurs qui ne seraient pas passés par la prise de conscience, mais du coup qui vont voir leur comportement influencé directement par les Green Nudge. Oui, par exemple, on peut mettre le bac de tri au plus proche pour en faire un choix par défaut, avec un message un peu sympa à côté qui dirait « Les plantes vous remercient pour votre contribution au compost ». On peut aussi penser avant même que la personne, par exemple dans une cantine, parte de sa table et mettre des messages sur la table, sur les plateaux, sur les sites de table, pour pouvoir rappeler le tri et faire en sorte que la personne agisse à ce moment-là, lorsqu'elle a le plateau, devant ses yeux. Ouais, et puis il faut mettre des visuels qui rappellent ce qu'on a le droit de mettre à l'intérieur. Et finalement, je pense qu'il faut renforcer la fierté de ceux qui font et encourager ceux qui ne font pas, en mettant quelques chiffres, quelques retours sur les actions. Par exemple, il y a 5 tonnes de biodéchets qui ont été récupérés en tant de temps. Ça nous a permis de créer X kilos de compost, ainsi que tant de réduction de gaz à effet de serre, quelque chose d'assez concret. Ouais, et puis peut-être avoir des opérations coup de poing de temps en temps, être présent à côté des bacs de compost pour répondre aux questions. C'est une très bonne idée de remettre du coup de l'humain dans tout ça. En tout cas, il y a plein de solutions pour sensibiliser, qui est la première étape avant de lancer son opération de compost. J'espère que grâce à tous ces conseils d'experts, c'est beaucoup plus clair pour vous. En tout cas, pour moi, c'est beaucoup plus clair. Merci beaucoup Océane et merci à nos intervenants du jour. Merci Cassandre.